Lorsqu'une entreprise est créée, on a besoin des personnes pour gérer cette entreprise. Et pour avoir ces ressources humaines, nous sommes obligés de suivre un processus. Et nous ne pouvons pas avoir ces ressources humaines, ces personnes compétentes, sans passer par le recrutement. Le recrutement est l'une des activités de la gestion des ressources humaines. Dans cette session, nous allons apprendre c'est quoi le recrutement, quel est son objectif, sa mission, quelles sont les démarches à suivre pour faire un bon recrutement, comment développer ou comment concevoir des outils utilisés dans un processus de recrutement et comment éviter les erreurs de recrutement. Le recrutement est l'une des activités opérationnelles de la fonction ressources humaines. Il consiste à attirer vers l'entreprise des ressources humaines compétentes correspondant à ses besoins en quantité et en qualité. Cette définition veut nous dire quoi? C'est très simple. Le recrutement ici permet à l'entreprise d'avoir les hommes ayant les compétences nécessaires pour permettre à l'entreprise de réaliser ses objectifs organisationnels. Bref, le recrutement permet d'avoir les hommes qu'il faut, où il faut et quand il faut. Les objectifs du recrutement. Le premier objectif du recrutement, c'est assurer l'organisation ou l'entreprise les effectifs dont elle aura besoin pour atteindre ses objectifs organisationnels. Et c'est ce qui permet à l'entreprise d'avoir un effectif équilibré qu'elle aura besoin pour atteindre ses objectifs qu'elle s'est fixés. Inciter les personnes compétentes à poser les candidatures à un poste donné. Le recrutement a pour objectif également de pousser les personnes ayant des compétences ou bien des personnes hautement qualifiées à soumettre leur candidature à un poste donné ou un poste à pourvoir au sein de l'entreprise. Cela se fait à travers des appels d'offres. Assurer l'adéquation des compétences du candidat aux besoins de l'entreprise. Ici, on essaie d'adapter les compétences des candidats aux besoins de l'entreprise. Contribuer à l'efficacité organisationnelle en augmentant le bassin de connaissances et d'habilités. À travers le recrutement, on pourra avoir au sein de l'entreprise des personnes ayant des connaissances et des habiletés. Le bassin de connaissances de l'entreprise sera développé et il y aura des 100 nouveaux au sein de l'organisation qui pourront, par exemple, proposer des projets de développement de l'entreprise. Le processus de recrutement suit 5 étapes, à savoir analyse de besoin, mode de recrutement, la sélection, entretien ou interview, la décision d'embauche. Tout processus de recrutement commence par un besoin. Cette première étape de la démarche est essentielle dans la mesure où elle permet de s'assurer de la pertinence du recrutement et d'éviter ainsi des ajustements ultérieurs coûteux pour l'entreprise. Cette demande de recrutement émane le plus souvent des superviseurs ou de la direction. Comme on vient de le dire, tout processus de recrutement commence par un besoin. Lorsqu'au sein de l'organisation, un besoin s'exprime ou on crée un nouveau poste, il va falloir procéder à un recrutement. Alors, ou bien au sein d'un département, un besoin s'exprime, le responsable de ce département, le superviseur, peut adresser une demande de recrutement à la direction des ressources humaines. Et cette dernière va analyser le besoin, si ce besoin est vraiment pertinent et si est-ce que c'est le bon moment de recruter ou non. Si c'est le bon moment, on procède
au recrutement. Sinon, on essaie de la reporter à une date ultérieure. Ce que vous devez retenir, tout processus de recrutement commence par un besoin. Et il faut que ce besoin soit pertinent pour pouvoir aboutir à la finalité, pour pouvoir embaucher un ou des salariés. Et cette demande émane souvent des superviseurs, des départements ou parfois de la direction. Après l'analyse de besoins par le responsable des ressources humaines ou par la direction ou alors par le chef d'entreprise, il est important de faire une analyse de poste. L'analyse de poste est une étude préalable des postes qui permet de redéfinir ou de définir le poste lui-même et de déterminer ses exigences ainsi que les aptitudes nécessaires pour l'occuper. Pour une bonne réussite de l'analyse de poste, il faut respecter une certaine étape, à savoir la désignation du poste, les principales activités et tâches, la formation et l'expérience requises, son rattachement hiérarchique, ses liaisons fonctionnelles, les risques qui sont liés au poste et aussi le contrôle des résultats. Ce qui vous amènera à faire la définition du poste. La définition du poste consiste à faire la carte d'identité du poste, c'est-à-dire décrire tous les aspects liés au poste. Cette définition doit répondre à la question qui fait quoi. Il s'agit de décrire les caractéristiques d'un emploi ainsi que les conditions générales de son exercice, à savoir l'intitulé, la mission, son rattachement hiérarchique, la liste des activités, les conditions d'exercice, les risques qui sont liés au poste, le contrôle des résultats. Cette analyse va permettre de définir les critères de sélection ainsi d'établir la fiche de description du poste. C'est cette analyse-là qui va permettre aux responsables des ressources humaines, à la direction ou au chef d'entreprise de définir les critères de sélection et ainsi de concevoir la fiche de description du poste. Après l'analyse du poste, il faut établir la fiche de description du poste. La fiche de description du poste, c'est un document minimum une page qui stipule les caractéristiques principales du poste. Il peut être remis aux nouvel arrivants ou encore permettre l'établissement d'un nouvel organigramme. Il s'agit de définir l'intitulé du poste. L'intitulé du poste, c'est ce qui permet de désigner le poste, c'est-à-dire donner un nom au poste. C'est le titre, par exemple, directeur des ressources humaines. La mission, c'est la raison d'être du poste. Pourquoi le poste a été créé? La mission, c'est l'objet principal. Exemple, on peut dire responsable, mais chargé de l'administration et la formation du personnel. Positionnement hiérarchique. Il faut positionner le poste dans l'organigramme hiérarchique de l'entreprise, c'est-à-dire le placer dans l'organigramme hiérarchique de l'entreprise. Ici, il s'agit de situer l'emploi, le poste de travail dans l'organigramme. D'un point de vue hiérarchique, il faut vous interroger. De qui reçoit-il des ordres, des consignes? Qui contrôle le travail? À qui doit-il rendre des comptes? Le titulaire a-t-il une position hiérarchique vis-à-vis d'autres services, d'autres salariés? D'un point de vue fonctionnel, de quel service a-t-il besoin pour travailler? C'est-à-dire le titulaire doit travailler en collaboration avec quel département, quel service? Avec quel service
est-il en relation pour réaliser les ambitions de son service? Ensuite, décrit les responsabilités. Décrit le niveau d'obligation du candidat. Également, décrit les activités à réaliser, c'est-à-dire faire le listing des tâches à effectuer. Les conditions d'exercice du poste. Décrit l'environnement du poste, déplacement, froid comme certains postes l'existent, la mobilité, voilà, les conditions par exemple du froid, de chaleur, ainsi de suite. Donc, la fiche de description des postes est un élément très très important pour la réussite d'un nouvel employé dans l'exercice de ses fonctions. Après l'établissement de la fiche de description de poste, il faut établir le profil de poste. Le profil de poste décrit l'immense robot des candidats idéal pour le poste à pourvoir, c'est-à-dire les compétences requises qu'il faut pour effectuer le travail ou pour occuper un poste vacant, c'est-à-dire la qualification qu'il faut au candidat pour exercer le besoin qui s'exprime au sein de l'entreprise. Ici, vous aurez besoin, par exemple, de la qualification de niveau d'études, de diplôme, l'expérience professionnelle, par exemple. Pour vous rafraîchir, un poste vacant, c'est peut-être défini comme un poste où le titulaire a démissionné ou est en congé de maternité ou est mort. La compétence, c'est la combinaison des ressources, le savoir-faire, le savoir-être nécessaire pour effectuer un travail afin de produire un résultat. Un savoir, c'est l'ensemble des connaissances théoriques d'un candidat, ou alors c'est l'ensemble des connaissances académiques, des diplômes par exemple. Le savoir-faire, connaissances techniques liées à un métier. La maîtrise de l'outil informatique pour un secrétaire. Le savoir-être, comportement professionnel que doit avoir un candidat dans l'exercice d'une fonction professionnelle. Donc la fiche de description de poste fait l'immense robot du poste, c'est-à-dire le titulaire, le personnage de la personne qui va occuper le poste. Donc il s'agit ici de définir son savoir, son niveau académique, son savoir-faire, par exemple l'expérience professionnelle, l'expérience de travail et le savoir-être, les comportements que doivent avoir ou posséder le ou les candidats pour occuper le poste à pourvoir. Les critères de sélection, ce sont des éléments sur lesquels on va se baser pour sélectionner le ou les candidats idéaux pour le poste à pourvoir. Comme expliqué dans les vidéos précédentes, après l'analyse des besoins, l'analyse de poste, la description de poste et l'établissement du profil de poste, il faut définir les critères de sélection. Les critères de sélection, ce sont des éléments sur lesquels le recruteur va se baser pour sélectionner le ou les candidats idéaux pour le poste à pourvoir. Comme exemple de critères, on peut prendre l'expérience professionnelle, 5 ans, 10 ans. Le niveau académique, par exemple, on a besoin de quelqu'un qui a un diplôme de licence, master, ou il est bilingue, c'est-à-dire il maîtrise 2 langues internationales, par exemple français, anglais, mais français, allemand. Compétences recherchées. On peut par exemple exiger une capacité d'analyse et de synthèse qui est devenue une qualité également. La maîtrise parfaite de l'outil informatique est incontournable aujourd'hui dans la recherche d'emploi. Après l'analyse des besoins, l'analyse des postes, la description des postes, l'établissement du profil de poste, il faut définir les critères de sélection. Les critères de sélection, ce sont les éléments sur lesquels on va se baser pour faire le recrutement. Notez bien que ces critères sont définis en fonction de la nature du poste à pourvoir.
Exemple, un poste de mécanicien n'aura pas les mêmes critères de sélection comme pour un poste de responsable marketing, pour un poste d'opérateur minier. La définition des critères de sélection aide à éviter les erreurs de recrutement. Après la définition des critères de sélection, il faut choisir les modes de recrutement. En général, il y a 2 modes de recrutement. Le recrutement à l'interne, c'est-à-dire le recrutement à l'intérieur de l'entreprise, et le recrutement à l'externe, c'est-à-dire le recrutement à l'extérieur de l'entreprise. Concernant le recrutement à l'interne, consiste à faire appel à la candidature interne. Il s'agit de s'adresser aux salariés de l'entreprise de poser les candidatures pour le poste à pourvoir. Ici, l'entreprise s'adresse à ses propres salariés de poser les candidatures pour un poste à pourvoir au sein de l'organisation. Le recrutement à l'externe consiste à faire appel à la candidature extérieure. Lorsque les salariés de l'entreprise n'ont pas les compétences nécessaires pour occuper le poste à pourvoir, on fait recours à la candidature externe, afin d'avoir plus ou les personnes répondant aux exigences du ou des postes à pourvoir. Là, ici, on fait allusion à la candidature extérieure en dehors de l'entreprise. Cela est fait lorsqu'au sein de l'organisation, on n'a pas trouvé les personnes ayant les compétences nécessaires pour exercer la fonction du poste à pourvoir. Quels sont les avantages et les inconvénients des 2 modes de recrutement? Pour le recrutement à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire le recrutement à l'interne, c'est moins coûteux. Les salariés recrutés connaissent déjà la culture de l'entreprise. C'est également une source de motivation pour les salariés. Lorsque vous recrutez à l'intérieur de l'organisation, c'est moins coûteux parce que vous n'allez pas faire dépenser sur les canaux de publicité, les appels d'offres sur les réseaux sociaux qui coûtent très cher aujourd'hui. Et les salariés recrutés connaissent déjà la culture de l'entreprise, ils ont déjà adhéré à la culture de l'entreprise. C'est également une source de motivation pour les salariés. Mais son inconvénient est que ce mode de recrutement bloque l'apport de sang nouveau à l'organisation et souvent ça crée des conflits. Le recrutement à l'extérieur de l'organisation, c'est-à-dire à l'externe, permet a pour importance l'apport de sang nouveau à l'entreprise, de nouvelles connaissances pour l'entreprise et l'augmentation des bassins de connaissances de l'entreprise. Son inconvénient est que le recrutement à l'extérieur de l'entreprise est coûteux. La 3e étape du processus de recrutement, c'est la sélection. La sélection consiste à sélectionner un ou des candidats dont les profils correspondent au poste à pourvoir. Après l'appel d'offres, où l'entreprise va recevoir des dizaines, des centaines de candidatures. Donc, il est important de procéder à la sélection. Cette sélection se fait sur la base des critères préalablement définis. Donc, la sélection, c'est sélectionner les candidats dont les profils correspondent au poste à pourvoir, les candidats qui ont les compétences à peu près ou près du poste à pourvoir. Les étapes de la sélection. On a le tri des CV. Cette étape consiste à analyser les formulaires de demande d'emploi et les curriculum vitae CV afin de trier et de repérer les candidats qui seront conviés à un entretien d'embauche. Pendant cette phase de sélection, on fait le tri des CV. On recense les candidats dont les profils correspondent ou sont à peu près proches du poste à pourvoir et on les convie à un entretien d'embauche. Le tri des CV et l'analyse de la candidature se base sur les éléments suivants: les CV, la lettre de motivation, les diplômes et autres attestations,
comme les attestations de travail, les attestations des stages, et également sur la grille de sélection des candidats. Cette sélection se fait sur la base des critères préalablement définis. Ensuite, après la sélection, le tri des CV, les candidats dont les profils sont proches ou à peu près du poste à pouvoir sont conviés à un entretien d'embauche. L'entretien d'embauche est une étape ultime dans un processus de recrutement. C'est la première phase de prise de contact avec le ou les candidats. L'entretien, ça se prépare. Il permet de discuter avec le ou les salariés sur les motivations pour le poste à pouvoir. Pourquoi ils ont postulé pour le poste à pouvoir. Donc, il est donc important pour les responsables des ressources humaines d'accorder de l'entretien, tout comme il est important aux candidats d'accorder de l'importance à l'entretien, car c'est le premier pas pour être recruté et aussi pour être éliminé. Des fois, il arrive parfois de faire participer les candidats à des tests pour vérifier certains éléments qui sont difficiles à mesurer simplement par l'interview. Des fois, dans certains processus de recrutement, les candidats retenus sont conviés à un texte. Parce que ce n'est pas tous les processus de recrutement qui mettent en place des textes. Mais ça arrive le plus souvent de faire participer les candidats à des textes pour vérifier certains éléments qui sont difficiles à mesurer simplement par l'entrevue. Les types de textes de sélection et les textes de performance. Les textes de performance servent à prédire le rendement d'un individu selon ses connaissances. Ils se basent sur des activités qui tentent de reproduire une partie des tâches qu'aura effectué l'individu. Ici, on soumet le ou les candidats à un texte de performance pour vérifier leur rendement, pour prédire leur rendement. Ainsi, ces textes sont basés le plus souvent sur les tâches qu'aura effectué l'individu. On a les textes individuels, qui sont des textes de mise en situation, de simulation, de présentation orale. On a des textes de groupe, comme des discussions de groupe, sans leader, de rôle, simulation, pour déceler les caractéristiques de leader, par exemple, de leadership au sein du ou des candidats. On a également les tests d'aptitude. Les tests d'aptitude permettent d'évaluer le rendement potentiel des individus. Ils mesurent l'aptitude physique et mentale comme le sens de l'observation, le sens mécanique, la lecture, l'écriture, la logique et le raisonnement. Ils peuvent aussi analyser les compétences personnelles et interpersonnelles, c'est-à-dire l'information sociale qui influence les interactions humaines. Ces textes ne doivent être utilisés que s'ils sont directement reliés à la réussite du poste. Ils sont accessibles auprès des firmes spécialisées en recrutement ou en psychologie. Ces textes de sélection ne doivent être mis en place que s'ils sont directement liés à la réussite du poste à pourvoir. La décision d'embauche constitue la dernière phase du processus de recrutement. Elle consiste à décider quel candidat choisir pour le poste concerné. Donc il revient ou il incombe au responsable des ressources humaines ou le chef d'entreprise de décider par rapport au candidat qu'il faut recruter. Le choix des candidats ou des candidats à embaucher se fait à partir des critères établis dans le profil du poste, les candidats recherchés et les informations recueillies sur les ou les candidats lors des entrevues. Elle se fait en comparant les résultats obtenus pendant les entrevues, les textes, les références pour chacun des candidats et choisir le candidat qui répond le mieux
aux critères établis. Après l'analyse des entrevues et la décision d'embauche des candidats, deux possibilités de réponse s'offrent, à savoir la réponse positive et la réponse négative. La réponse positive consiste à informer le ou les candidats qu'ils ont été retenus et qui doivent venir signer leur contrat. Un exemple de lettre positive ou réponse positive. Messieurs, il nous fait plaisir de vous accueillir au sein de notre organisation. Vous donnez le nom de votre organisation. À titre d'opérateur minier, par exemple, vous donnez le titre de la fonction. Pour connaître vos rôles et responsabilités, nous vous invitons à prendre connaissance des profils de poste disponibles ci-dessus. Si vous avez envoyé le message par mail, vous mettez en pièce jointe la fiche de poste, par exemple. Vous serez sous la responsabilité de monsieur, vous mettez le nom du monsieur et sa fonction qu'il occupe au sein de l'organisation. Votre date d'entrée en fonction a été fixée. Vous indiquez la date d'entrée en fonction. Veuillez noter que votre semaine normale de travail est de 40 heures. Ça, c'est la durée hebdomadaire légale de travail en Guinée. Et à un salaire horaire de 115 000 francs par heure, il y aura un salaire de 115 000 francs. Vous aurez droit à un programme d'avantages sociaux concurrentiels après avoir complété votre période de probation qui est de 3 mois. Nous espérons que cette nomination comble vos attentes. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans l'exécution de vos nouvelles fonctions. Veuillez agréer, messieurs, nos salutations les plus distinguées. Cette lettre informe le ou les candidats qui ont été retenus et qui doivent venir signer les contrats. C'est pour les informer qu'ils ont été retenus. C'est une réponse positive. La réponse négative. Les candidats qui n'ont pas été sélectionnés doivent être avisés, doivent être informés. Donc la réponse négative consiste à informer les candidats qui n'ont pas été retenus et de les remercier pour le temps qu'ils ont investi dans le projet. Pourquoi les écrire? C'est très important. Parce que par exemple, si une personne postule pour un poste à pourvoir et que vous n'arrivez pas à lui répondre, il sera dans l'embarras. Soit il sera bloqué pour saisir d'autres opportunités, soit il pensera que peut-être sa candidature a été retenue, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à le joindre, et lorsqu'il postule ailleurs, il sera également dans deux cas, soit il part de l'autre côté, soit il est de l'autre côté, en bref, il sera dans l'embarras. Donc il est important de les écrire pour les aviser si les candidats a été retenu ou les candidatures a été retenue ou non. Dans cette séquence de réponses négatives, il faut les aviser pour les informer que les candidatures n'ont pas été retenues et de les remercier pour le temps qu'ils ont investi dans le projet. Et également, ces candidats seront vos prescripteurs et parleront de vous auprès d'autres organismes, auprès d'autres chercheurs d'emploi pour le respect et l'importance que vous accordez à toutes les personnes qui postulent pour votre organisation. Enfin, la décision. Il faut préparer l'accueil et l'intégration du nouvel employé. Par exemple, il arrive parfois qu'on fasse des mauvais recrutements et des erreurs de recrutement se produisent. Une erreur de recrutement peut être définie comme étant l'incapacité au candidat sélectionné d'effectuer son travail ou de remplir ses obligations. Lorsqu'un candidat recruté n'arrive pas à effectuer son travail ou de remplir ses obligations, sera peut-être traité d'erreur de recrutement parce qu'on n'a pas pu mettre en place, on n'a pas pu tenir compte des critères de sélection préalablement définis dans le processus de recrutement. Par exemple, si le salarié n'exécute pas bien son travail, il ne pourra pas bien aider l'organisation dans la démarche pour atteindre ses finalités. Donc, une erreur de recrutement a pour conséquence diminution de la productivité, conflit entre le recruté et son supérieur hiérarchique. Le coût est très élevé. Imaginez le coût d'un recrutement.
Bref, le recrutement est une activité à valeur ajoutée pour l'entreprise. S'il est bien exécuté, permet à l'entreprise d'avoir les ressources humaines qui correspondent à ses besoins. Il nécessite d'être bien fait. Faute, il peut coûter cher à l'entreprise et créer des conflits entre le ou les recruteurs et les supérieurs hiérarchiques. En tant que responsable des ressources humaines, vous devez porter une attention particulière sur les démarches et être exigeant en recrutant selon les critères de sélection. La décision d'embauche constitue la dernière phase du processus de recrutement. Elle consiste à décider quel candidat choisir pour le poste concerné. Donc il revient ou il incombe au responsable des ressources humaines ou le chef d'entreprise de décider par rapport au candidat qu'il faut recruter. Le choix des candidats ou des candidats à embaucher se fait à partir des critères établis dans le profil du poste, les candidats recherchés et les informations recueillies sur les ou les candidats lors des entrevues. Elle se fait en comparant les résultats obtenus pendant les entrevues, les textes, les références pour chacun des candidats et choisir le candidat qui répond le mieux aux critères établis.